Au Cameroun, la justice est un pilier de la République, mais ses rouages peuvent parfois être intimidants ou complexes. À ce titre, connaître ses droits et ses obligations devient une nécessité vitale. Pour vous, exclusivement, nous allons ouvrir le prétoire pour démystifier le fonctionnement de la justice camerounaise afin de vous donner les clés pour maîtriser vos droits. Et ce n'est pas des moindres. Aujourd'hui, pour le faire, nous allons à la rencontre d'un magistrat. Ulrich Xavier Ovono est celui-là qui va nous servir de guide dans ce voyage au cœur de la justice camerounaise. C'est un magazine Made in Cameroun, exclusivement sur notre chaîne. Restez scotchés. Fidèles téléspectateurs de Made in Cameroun, nous vous l'annoncions en introduction. Il est là dans ce studio, Ulrich Xavier Ovono, c'est son nom, magistrat de profession. Avec lui, nous allons essayer de démystifier le système de justice camerounais, répondre aux questions de la plupart des citoyens camerounais, vous donner les clés pour pouvoir exercer vos droits en toute légalité. Ulrich Xavier Ovono, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Alors, vous êtes magistrat. C'est quoi exactement le rôle d'un magistrat au quotidien? Alors, il faut déjà savoir le magistrat c'est qui. Le magistrat c'est un fonctionnaire qui travaille dans le domaine de la justice. Mais il faut savoir que le travail d'un magistrat dépend de sa position de travail. C'est-à-dire s'il est magistrat du parquet ou s'il est magistrat du siège ou s'il est magistrat en détachement ou s'il est magistrat en service au ministère de la Justice. Donc, il n'occupe pas les mêmes fonctions, il n'exerce pas les mêmes tâches. Quand on est magistrat du siège, on est juge, donc on rend les décisions, on juge. Vulgairement, on dit ça. Quand on est magistrat en service à la chancellerie, on fait de l'administration, et même quand on est en détachement. Et quand on est magistrat du parquet, c'est le procureur de la République. Alors là, les tâches sont multiples. On fait le contrôle des gardes à vue, on fait le contrôle des officiers ministériels, on prend les réquisitions à l'audience, on assure, comment on appelle ça, le service au quotidien, c'est-à-dire gérer les procédures des gens qui arrivent en déferment, décider de leur liberté, décider de transmettre le dossier au juge, décider de relaxer, ainsi de suite, ou bien enfermer. Voilà. Forcément, vous avez un grand impact dans la vie des citoyens, je dirais même plus des citoyens lambda. Alors, dans un état de droit, forcément, est-ce que c'est important le juge? Quelle est la grande importance du juge finalement lorsqu'il est soit au siège ou il est au parquet? C'est quoi sa grande importance? C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit. Il dit que la justice est la plus haute instance de régulation sociale et la poutre de la démocratie dans un État de droit. C'est le chef de l'État qui l'a dit lui-même. Pourquoi il le dit? Parce que la justice est la colonne vertébrale d'un État. C'est le régulateur, c'est l'institution qui est en charge de régler les différends au quotidien, les différends entre particuliers, les différends entre organisations, les différends entre particuliers et organisations. Donc, l'impact de la justice est très important et le rôle des magistrats est donc éminent à ce titre-là. Alors, et à ce titre, je pense que sans risque de se tromper, selon ce que vous avez dit jusqu'ici, vous vous exercez dans plusieurs juridictions. Pour le citoyen qui va nous regarder sans doute, c'est quoi les juridictions que compte le Cameroun aujourd'hui et c'est quoi les spécificités de chacune? Bien. Il y a ce qu'on appelle les juridictions d'instance, les juridictions d'appel, les juridictions de cassation. On va commencer comme ça. Les juridictions d'instance, ce sont les juridictions où on commence le litige. Parlons vraiment terre à terre. Basiquement, oui. Oui, où on commence le litige. Et vous avez 4 juridictions d'instance. Vous avez les tribunaux coutumiers, qui sont donc dans l'arrière-pays, tenus par les chefs traditionnels, parfois les sous-préfets, où on applique la coutume et qui règlent les différends. Et les décisions des tribunaux coutumiers ont la même valeur juridique que les décisions rendues par les tribunaux d'instance dans les centres urbains. À la seule différence que ces décisions-là font l'objet d'un contrôle du procureur général dans leur ressort. Vous avez les tribunaux de premier degré, qui sont également des tribunaux où on applique la coutume. Mais
on peut avoir, par exemple, vous avez un tribunal de premier degré à Ekounou. Ouais. Vous avez un tribunal de premier degré au centre administratif. C'est-à-dire que vous avez une compétence coutumière à l'intérieur d'un tribunal d'instance qui applique en réalité le droit moderne, mais qui aura donc une chambre spécialisée en droit coutumier. Ouais. Typiquement, cette chambre va connaître des successions lorsque les gens veulent appliquer la coutume, des divorces lorsque les gens veulent appliquer la coutume. Mais si une des parties refuse d'appliquer la coutume, alors voilà, on passe pas à la juridiction supérieure, on va revenir devant le tribunal de droit écrit, c'est-à-dire de droit moderne. Vous avez le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance, c'est le tribunal où on gère les affaires urgentes en matière de référé, par exemple. C'est le tribunal où on va se plaindre des différends qui sont en matière commerciale de moins de 10 millions de francs. Ouais. Donc, quand c'est moins de 10 millions, ça descend. C'est le tribunal où, en fait, c'est le tribunal, la porte d'à côté du droit écrit. Maintenant, vous avez le tribunal de grande instance, qui est toujours une juridiction d'instance, qui est la juridiction, comment dire, c'est la juridiction. Non, c'est une juridiction d'instance toujours, mais elle s'occupe des affaires en matière commerciale ou de dommages et intérêts de plus de 10 millions. C'est la juridiction de l'état des personnes, c'est-à-dire que divorce, succession qu'on n'a pas pu régler en droit coutumier, adoption, voilà. Vous avez le tribunal de grande instance. Vous avez donc la juridiction d'appel où on va relever appel des décisions rendues par les juridictions inférieures. Ouais. Et puis vous avez les juridictions de cassation qui elles-mêmes ont une composition avec une chambre judiciaire, une chambre de comptes, une chambre administrative. Ouais. Alors, généralement, tout ça commence toujours par une interpellation et une garde à vue. Alors, comment ça se passe? Quels sont les droits fondamentaux d'une personne qui est interpellée et qui est gardée à vue? Alors, il faut d'abord qu'on précise quelque chose. Il y a deux matières. Il y a la matière civile et il y a la matière pénale. Voilà. C'est quoi la différence? Bien. La différence, c'est qu'on n'enferme pas quelqu'un pour une affaire civile. Les matières civiles n'envoient pas en prison. Ouais. D'accord? Typiquement, c'est nous avons un différend, vous avez empiété sur mon terrain, je demande des dommages et intérêts, on vous condamne à des dommages et intérêts, vous n'irez pas en prison pour ça. Ouais. Donc, ça ne doit pas aller à l'exception des infractions qui sont connues. Parce que dès qu'on dit infraction, on est donc dans la matière pénale. Et la matière pénale, c'est tout ce qui peut conduire à l'emprisonnement ou à une peine d'amende. Ça, c'est le champ pénal. Et donc, c'est dans la matière pénale, c'est dans le champ de la matière pénale qu'on va donc commencer par une arrestation. Parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Il y a l'arrestation, il y a l'interpellation. L'arrestation, tout le monde peut faire une arrestation. Et l'article 30 du code de procédure pénale est clair. N'importe qui peut faire une arrestation. Vous êtes là, vous assistez à une infraction, vous, citoyen, vous pouvez procéder à l'arrestation de cette personne et vous la conduisez dans un poste de police ou gendarmerie. Donc ça, c'est l'arrestation. Maintenant, l'interpellation, en réalité, c'est une forme, c'est un peu le jargon judiciaire, mais pour simplifier, c'est on vous appelle pour vous entendre. On vous appelle pour vous auditionner, pour recueillir votre opinion, pour recueillir votre version des faits. C'est ça l'interpellation. Donc, vous êtes interpellé, ou pour vous interpeller, puis vous rentrez. Ouais. Puisque vous êtes simplement venu pour qu'on recueille votre version des faits. Est-ce que ça se fait au Cameroun? Bien sûr. Systématiquement, il y a des gens qui arrivent et qui rentrent. Ouais. Bien sûr. Maintenant, la garde à vue, c'est tout autre chose. La garde à vue, c'est qu'on vous a interpellé, on vous a auditionné, et on se rend compte qu'il y a des éléments probants. Pas probants. À ce stade, on ne parle pas de preuves. Ouais. À la police et à la gendarmerie, on ne parle pas de preuves, on parle d'indices. Donc, c'est un niveau très inférieur dans la chaîne d'admissibilité des pièces. Donc, on dit qu'il y a des indices qui sont concordants par rapport à l'infraction qui vous est reprochée. Ouais. Et à ce moment-là, on décide de votre garde à vue et on vous la notifie. On vous notifie que vous irez en garde à vue. Malheureusement, on a parfois des mauvaises pratiques qui se développent. À peine vous êtes arrivé, on vous a mis en chambre de sûreté, ce qu'on appelle vulgairement la cellule. C'est ça qu'on appelle en droit la chambre de sûreté. On vous a pris, on vous a jeté. C'est pas normal. Parce qu'en fait, pour vous mettre en chambre de sûreté, on doit déjà avoir des éléments qui permettent de croire qu'il y a des indices contre vous. Ouais. Et parce que c'est une mesure de privation de liberté, la mesure de privation de liberté doit être justifiée. Quand vous prenez l'article 218 du Code de procédure pénale qui rappelle quelles sont les conditions pour une privation de liberté. Tout à fait. Il faut les menaces d'ordre public, il faut une menace sur les indices, ainsi de suite. Il y a un ensemble de choses. Donc vous n'arrêtez pas quelqu'un
Et une fois, non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, c'est ce qu'on observe parfois. Et c'est pour cela que quand vous êtes dans cette situation, c'est le procureur de la République qu'il faut saisir pour qu'il vienne procéder à un contrôle de garde à vue et qu'il vienne s'assurer que les conditions de la garde à vue ont été respectées. Comment saisir donc finalement le procureur de la République? C'est assez simple. En chambre de sûreté. Voilà, ça c'est la grosse question. Comment, parce qu'on est en chambre de sûreté, il faut chercher quelqu'un. Il faut avoir quelqu'un de votre famille, vous déposez une requête aux fins d'intervention, vous saisissez le procureur de la République par requête aux fins d'intervention. Et il n'y a pas de timbre, il n'y a aucun frappé. Même la plainte, il n'y a aucun frappé. Donc, vous saisissez, le procureur va instruire qu'il lui soit rendu compte des raisons pour lesquelles vous vous trouvez dans cette situation-là. Ça, c'est un peu le monde idéal que je vous décris. Dans la pratique, c'est le monde idéal, ouais. Dans la pratique, on a malheureusement des écarts qui sont observés ça et là, mais globalement, voilà comment ça devrait se passer. Vous êtes interpellé, vous donnez votre version des faits. Idéalement, on appelle la personne qui s'est plaint, on procède à ce qu'on appelle une confrontation. Ouais. Et au terme de la confrontation, on décide, est-ce que vous avez, voilà, est-ce qu'il y a des éléments contre vous? Et après, on vous représente au procureur, ce qu'on appelle vulgairement déféré, parce que déférer ne veut pas dire envoyer en prison, contrairement à ce qu'on raconte partout au quartier. Non, quand on dit on vous défère, ça veut dire qu'on vous présente au procureur. Et je vais même vous dire que quand vous êtes procureur de la République et qu'un commandant de brigade ou un commissaire de police pose des problèmes, le défèrement, c'est l'arme du procureur. Le procureur dit, ok, amenez-moi le dossier ici. Venez avec le dossier et il dessaisit l'unité, simplement. Et donc, il reprend dans l'analyse du dossier et il va donc décider est-ce qu'il vous libère, est-ce qu'il vous poursuit, est-ce qu'il vous enferme, ainsi de suite. Alors, suivant donc ces cheminements, il y a des auxiliaires de justice qui entrent en scène, il s'agit des avocats. À quel moment l'avocat intervient? À tout moment. L'avocat intervient à tout moment. Il n'y a pas un moment où l'avocat n'intervient pas. Alors, sans moyen, est-ce que le citoyen lambda qui est en chambre de sûreté peut avoir un avocat commis d'office? Ça se passe comment? Alors, la loi prévoit qu'on ait des avocats commis d'office uniquement en matière d'infraction poursuivie d'un emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Ouais. Bon, c'est normal. Financièrement, on ne peut pas tenir. Quand vous regardez le budget de l'assistance judiciaire, il est extrêmement faible. Ouais. On ne peut pas se permettre d'offrir un avocat commis d'office à tout le monde. Donc, c'est dommage parce qu'en fait, on pouvait avoir un dispositif d'accès au droit depuis des années d'ailleurs. Je pense que, je le dis, je l'écris, je pense qu'il faut avoir un dispositif d'accès au droit. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on le finance, mais c'est important d'avoir un dispositif d'accès au droit qui permette justement de commettre des avocats dans cette cause-là. Alors, on a bien fait le distinguo. Lorsque vous avez une affaire, qu'elle soit civile ou pénale, finalement, quelles sont les preuves que le citoyen doit pouvoir avoir à sa disposition pour pouvoir se défendre lorsqu'il se retrouve dans une juridiction? Il y a un principe qui est celui de la liberté de la preuve en matière pénale. En droit, c'est connu. Le principe, c'est la liberté de la preuve en matière pénale. Maintenant, l'admissibilité des preuves à l'audience, ça c'est autre chose. Mais au moment de votre arrestation, vraiment, vous apportez tout ce que vous pouvez. Nous, on a souvent admis des preuves, même des échanges téléphoniques par WhatsApp. Vous apportez, vous dites non, mais on s'est parlé, voilà ce qu'on s'est dit. L'autre dit non, mais c'est une preuve, c'est la liberté de la preuve. Ouais. Le but, vous devez savoir que le but, c'est de rechercher la vérité. Le but, ce n'est pas de retrouver, de déterminer un coupable. Le but, c'est de rechercher la vérité. Et il faut bien que ce soit clair. Donc, vous démontrez avec ce que vous avez. Ouais. Alors, il est arrivé un moment, forcément, où des gens veulent parler. C'est ce qu'on appelle généralement chez vous la médiation. Elle intervient quand? Il n'y a pas de médiation en matière pénale au Cameroun. Il n'y a pas de médiation. Est-ce une erreur? Ce n'est pas une question d'erreur, c'est une question de sociologie du droit. C'est-à-dire qu'on a endogénéisé les règles de la médiation. On en a fait une pratique. Je pense que c'est une bonne pratique. Personnellement, je pense que c'est une bonne pratique qu'il faut généraliser, qu'il faut étendre. Parce que sur la question de la médiation pénale, je pose toujours la question. On arrête quelqu'un pour défaut de carte nationale d'identité, on l'envoie en prison. Est-ce qu'après, il y a la carte d'identité? C'est quand il est allé en prison, là, après, il ressort la carte d'identité? Je pense pas. On arrête quelqu'un pour consommation de cannabis, on l'envoie en prison. Mais il redevient, quand il revient, il est même plus drogué qu'avant. Quand il revient là, est-ce qu'on a réglé le problème de son addiction? C'est son addiction, non? On n'a pas réglé. Maintenant, allons plus loin. Quelqu'un vous doit de l'argent.
Vous l'enfermez. Quand il est en prison, il vous donne votre argent. Quelle était notre question? Il est en prison, il ne vous donne pas votre argent. Finalement, donc moi je pense qu'il faut... écoutez, il y a ce que le droit prévoit, il y a ce que la pratique tolère. C'est une tolérance, mais je pense que c'est une tolérance qui doit devenir une norme. Vous pouvez trouver un accord, un arrangement entre vous, trouver un accord. Ouais. Trouver un accord. Maintenant, sur la partie pénale, le procureur de la République a l'opportunité de poursuivre, il décide s'il poursuit ou pas. Parce que derrière ça, il y a aussi un objectif de régulation de la vie en société. Ouais. Donc, si votre voisin et vous avez pu vous entendre, pourquoi je dois vous enfermer encore alors que vous êtes entendus? Exact, il faut le dire. Alors, monsieur le magistrat, on revient sur quelque chose qui est commun, basique, des convocations à la police, à la gendarmerie. À quel moment finalement le citoyen doit tempérer ou pas face à une convocation? Lorsque vous roulez dans la circulation, vous êtes à bord d'un véhicule et que la police vous stoppe, vous vous arrêtez ou vous partez? On s'arrête forcément. À plus forte raison, donc, on vous envoie une convocation. On vous envoie une convocation, vous vous déférez à la convocation. Et généralement, c'est que lorsqu'on répond à une convocation, ça finit toujours par on finit par se retrouver en cas. Ce sont de très mauvaises pratiques, c'est très regrettable. Ouais. C'est très... Parce que derrière cette question, il y a la question de la confiance en la justice et la confiance en la chaîne de justice pénale. Et c'est un gros problème. Donc derrière, il y a effectivement toujours cette crainte. Moi, je vois bien quand on a des gens de la famille qui sont convoqués, on vous appelle d'abord, oui, on m'a convoqué à la gendarmerie, est-ce que vous partez? Comment on corrige finalement ce rapport entre ce rapport de méfiance qui existe finalement? Écoutez, vous demandez là de mettre en place tout un chantier de politique publique parce qu'en réalité, il faut reconstruire le lien de confiance entre la société et sa justice et sa chaîne de justice. Ouais. Et donc, si vous parlez de ce lien de confiance à bâtir, à raffermir, à reconsolider, il y a tellement de choses à mettre en route. Tellement de choses à mettre en route. Il y a les questions de formation, il y a les questions légales, il faut revoir les normes, il y a les questions de garantie procédurale. Ouais. Il y a tellement de choses. C'est un vaste chantier parce que un citoyen ne doit pas avoir peur d'aller à la police. Parce que l'autre aspect qu'on ne voit pas derrière, c'est que là, il a peur d'aller à la convocation, mais demain, c'est quoi? Il aura même peur d'aller dénoncer. Et ça, les gens ne voient pas. On a des tonnes de crimes qui se passent sous... Je parle par exemple des crimes sur les enfants, où parfois les voisins sont au courant. On est dans les quartiers où on a des crimes, des hommes qui ont tapé sur leurs femmes et qui en sont décédés. Les gens sont dans les quartiers, ils ont peur de parler. On reviendra d'ailleurs... Pourquoi ils ont peur d'en parler? Parce qu'il n'y a pas de confiance avec le système. Donc, plus on met de la confiance, plus on a la garantie qu'on a des citoyens qui sont aptes à dénoncer les faits de criminalité, les incivilités et tout le reste. Et donc, il faut régler ça. Il faut régler ça, mais c'est un vaste champ politique. Alors, monsieur le magistrat, généralement, il y a cette affaire de procès-verbal. Ça, c'est une question par contre que nous avons reçue d'un téléspectateur qui demandait est-ce qu'on est obligé de signer un procès-verbal qu'on n'a même pas peut-être lu et dont on n'est pas d'accord avec la saisie qui a été faite par l'auxiliaire de justice, officier de police judiciaire ou autre. Est-ce qu'on est obligé finalement de signer? Non, on n'oblige personne à rien. Parce que si on ne signe pas, l'officier de police judiciaire écrit simplement refus de signer. Ouais. Mais c'est seulement parce qu'on n'a pas signé que ce procès verbal est irrecevable. Ouais. Ce qui sera irrecevable lors des débats à l'audience, ce sera est-ce que les éléments qui sont contenus dans le procès verbal et qui sont imputés à la personne, est-ce que la personne se reconnaît dans ces éléments? Non. S'il dit je n'ai pas dit ça, il n'a pas dit ça. On parlera un peu d'argent et de corruption en même temps, monsieur le magistrat. Généralement, il y a des demandes financières qui se font. Et c'est quoi finalement les demandes totalement illégales que le citoyen doit absolument refuser lorsqu'il en fait face? Toutes les demandes sont illégales dès lors qu'on ne vous donne pas un reçu. Donc, à la brigade... Dès lors qu'on ne vous donne pas un reçu, puisque les quitanciers qui sont dans les unités de police judiciaire sont paraphés par le parquet. Les quitanciers, quand vous êtes sur la route et qu'on vous a flashé, on vous demande de payer 25 000, on vous remet une quittance. Ouais. Alors, le quitancier est paraphé. Il est coté paraphé en début d'exercice et il est clos en fin d'exercice. Donc, tant qu'on ne vous remet pas un reçu, vous ne donnez rien. Maintenant, malheureusement, une fois encore, qu'est-ce qu'on observe sur le terrain?
on voit des gens qui font de l'extorsion. Parce que là, on n'est même pas dans le cas de la corruption, on est dans le cas de l'extorsion. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez en garde à vue. Si tu ne donnes pas l'argent, tu ne sors pas. C'est de l'extorsion, ce n'est pas de la corruption. Mais la réalité, c'est que lorsque vous êtes victime de ce genre de choses, il faut pouvoir déposer une plainte derrière chez le commissaire du gouvernement. Est-ce que finalement ce genre de plainte finit par prospérer? Moi, j'ai vu plein de procédures où les gendarmes sont condamnés, hein, où les policiers sont condamnés. Moi, j'ai vu la police des polices que j'ai parfois saisie. J'ai parfois saisi la police des polices quand j'étais en service à Douala et j'ai vu des policiers sanctionnés. Ah oui, mais les Camerounais ne sont simplement pas informés de cela. Moi, j'ai bien des cas à l'esprit. J'ai d'ailleurs un policier qui m'a juré qu'il me ferait la peau parce que j'avais obtenu sa sanction au plan disciplinaire. Ouais. Parce qu'il avait effectivement procédé à une extorsion dans une unité de police judiciaire où j'assurais le contrôle de garde à vue. Justement, vous parliez, monsieur le magistrat, vous avez donc le pouvoir de la loi que vous, finalement, vous mettez en place au quotidien. Alors, ces représailles, ces menaces, les victimes, finalement, est-ce que la loi protège contre les représailles sur les témoins et même les victimes au Cameroun? Alors, on n'a pas une loi sur la protection des témoins. C'est pour ça que je vous ai dit, pour bâtir la confiance, il y a beaucoup de choses à faire. On peut avoir une loi sur la protection des témoins, on peut avoir une loi sur la protection des lanceurs d'alerte, pas des menteurs d'alerte, oui. Des lanceurs d'alerte. On peut avoir une loi sur... on peut avoir plusieurs lois. Ouais. Mais comme je dis, le travail de la loi, c'est de fixer un cadre. La loi fixe un cadre. Ouais. La loi définit un cap. Les juges, les magistrats veillent à ce que la justice soit rendue. Parce que ça, c'est très important. Le magistrat n'est pas un esclave de la loi. La finalité du magistrat, ce n'est pas le droit qui soit dit. Ouais. C'est que la justice soit rendue. Et la justice est une valeur bien au-dessus de la seule loi. Bien au-dessus de la seule loi. Quand vous poursuivez un objectif de justice, vous ne pouvez pas être bloqué par la loi. Vous avez la loi, vous avez les principes généraux de droit, vous avez la jurisprudence, vous avez un panel, vraiment une corbeille d'opportunités à l'intérieur de laquelle vous allez puiser pour pouvoir rendre justice. D'ailleurs, le serment du magistrat est clair. Je jure de rendre justice. Ce n'est pas je jure de dire la loi. Attention, je jure de rendre justice. Et donc, la protection de la société, c'est peut-être la loi, c'est vrai, mais ce sont aussi les garanties procédurales, les garanties que la justice, les juridictions, que les magistrats apportent aux citoyens. Alors, le Cameroun venait de traverser des élections mouvementées. Il y a eu plein d'arrestations, certaines jugées d'arbitraire. En cas d'abus de pouvoir ou de détention arbitraire ou alors d'une erreur de jugement, on se plaint chez qui, monsieur le magistrat? Il faut, sur la question de la crise électorale, il faut d'abord distinguer la garde à vue administrative et la garde à vue judiciaire. Moi, je ne parle pas, je vais donner la différence. Ouais. Le procureur ne s'occupe pas de la garde à vue administrative. Le procureur s'occupe de la garde à vue judiciaire. La garde à vue administrative était un pouvoir spécial que la loi de 90, le maintien de l'ordre, donne aux autorités administratives dans le cadre du maintien de l'ordre face à des incivilités, de grandes criminalités. Qui est de 15 jours, sinon... 15 jours ou 30 jours, selon les cas. Voilà, selon les autorités. Ouais. Donc ça, ce n'est pas le travail du procureur. Ça, c'est le préfet, c'est le gouverneur. Il prend une mesure de garde à vue administrative dans les bonnes pratiques. Administratives. D'ailleurs, cette garde à vue s'exécute en prison. Elle ne s'exécute pas dans l'unité de police judiciaire. Mais comme on a des problèmes de surpopulation carcérale, on est obligé de gérer. Mais maintenant, quand on est dans l'hypothèse d'une détention, de manière générale, quand on est dans une hypothèse d'une détention arbitraire, il y a ce qu'on appelle l'habeas corpus. Ouais. L'habeas corpus, c'est une procédure de libération immédiate, c'est-à-dire qu'on saisit le président du tribunal de grande instance aux fins de libération immédiate. Et on lui explique pourquoi on estime que la détention est abusive. Elle peut être abusive parce qu'on a dépassé les délais, elle peut être abusive parce que les conditions de détention, les conditions pour arriver à la détention n'ont pas été réunies. Mais seulement, c'est chacun qui définit. Maintenant, quand on a fait l'objet d'une détention abusive ou d'une détention arbitraire, les gardes à vue notamment, ou les détentions provisoires arbitraires, il y a au niveau de la Cour suprême une commission spéciale en charge de l'indemnisation des victimes de garde à vue. Est-ce qu'au Cameroun, ça se respecte? La commission travaille.
Ah, bien sûr, la commission de travail, elle existe, elle est là, elle est à la Cour suprême, elle travaille, elle reçoit les cas, elle analyse. Mais la différence qu'il faut avoir, c'est que si au moment où je vous arrête, je suis convaincu et je peux démontrer que j'avais des indices qui me permettaient de croire que vous êtes bien l'auteur des faits qui sont reprochés, la détention, la garde à vue ne peut pas devenir arbitraire du seul fait que vous avez arrêté. Il faudra un autre élément. Peut-être qu'on a dépassé les délais, peut-être que... Parce que les gens confondent toujours le fait qu'on vous a arrêté et après on vous a libéré pour conclure que c'est arbitraire. Non, on peut vous priver de votre liberté parce qu'au moment où on vous prive de votre liberté, on est convaincu que vous avez commis... Au moment de l'interpellation. Voilà, on est convaincu que c'est fait. Les indices tendent à croire que vous êtes responsable. Maintenant, d'autres éléments plus tard arrivent et vous disculpent. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que vous êtes libéré ou que vous êtes non coupable ou qu'on... Non, ce n'est pas toujours systématique que ça donne droit à une détention arbitraire ou... Non, voilà. Alors, il y a de nombreuses décisions qui sont toujours contestées, contestables. Est-ce qu'il y a finalement des voies de recours auxquelles le citoyen peut utiliser pour se sortir de la nasse? Bah, écoutez, le principe est connu, c'est le double degré de juridiction. Il y a toujours des voies de recours. Et j'aime souvent rappeler aux gens que le Cameroun, à la différence d'autres pays, a une procédure particulière qu'on appelle le pouvoir dans l'intérêt de la loi. C'est-à-dire que vous avez une décision de justice devenue définitive. Je dis bien définitive. Mais vous estimez que cette décision de justice a violé la loi. Vous saisissez le procureur général de la Cour suprême et le procureur général près la Cour suprême introduit un recours dans l'intérêt de la loi alors que la décision est définitive. Vous pouvez le faire également avec le garde des Sceaux par pouvoir d'ordre ou sur une décision qui est déjà exécutoire. Le garde des Sceaux peut solliciter par pouvoir d'ordre la révision du procès. Vous avez même ce qu'on appelle la révision du procès pénal, où une décision est devenue définitive et puis on fait la révision de ce procès pénal. Donc, il y a toujours et toujours des voies de recours. Le problème, c'est les délais. C'est la question des délais. Maintenant, la question des délais elle-même, elle est corrélée à la question de la pratique de la politique publique, de la justice en général. Vous n'avez pas assez d'infrastructures, vous n'avez pas assez de magistrats, vous avez une surpopulation de dossiers non essentiels. Quand je parlais tout à l'heure de médiation, moi je pense par exemple qu'on ne doit plus se retrouver avec certains types de dossiers sur la table du juge. Moi, une fois, je suis à l'audience et quelqu'un est venu déposer la plainte par citation directe en plus. Par citation directe. C'est-à-dire qu'il a saisi directement le tribunal. Oui. On l'a insulté. Ok, très bien. Injure, c'est une infraction. On va à l'audience. Monsieur, il vous a dit quoi? Il m'a dit vieux. Ok, vous avez quel âge? J'ai 80 ans. Est-ce que vous êtes jeune? Non, ce n'est pas que je suis... C'est la manière qu'il m'a dit ça. Bon, moi, je suis procureur. Je fais comment pour savoir quelle était la manière? Donc, il y a un type d'incivilité qui peut se régler au quartier. On a des chefs de quartier. On a des chefs de bloc. On a des chefs traditionnels. Ce type de dossier doit être géré là-bas. Parce que quand ces dossiers arrivent au tribunal... C'est la saturation. Vous arrivez au tribunal avec 150 dossiers. Et dans 150 dossiers, vous avez 90 dossiers de ce type-là. Au vol de viande, j'étais en train de préparer la nourriture. Pendant que je regardais la télé, il a laissé servir ma viande. Bon, vous m'amenez là-dedans, vous ne m'avez même pas fait goûter la viande pour que je dise que j'ai... Donc, sérieusement, quoi. Donc, je pense qu'il y a... Il y a ce type de choses qu'il vaut mieux gérer au quartier, avec le chef de bloc, avec le chef... Et on aura un niveau de médiation sociale beaucoup plus pertinent et on mobilisera le magistrat sur des sujets beaucoup plus importants. Alors, il y a une question encore d'un internaute. La question était celle de savoir, la Cour suprême au Cameroun est l'instance suprême en termes de décision. Lorsqu'on finit par ne pas avoir gain de cause ou bien une décision juste face à une situation auprès de la Cour suprême, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, tout dépend. Il faut bien savoir. La Cour suprême ne juge pas les faits. Elle dit le droit. Non. La Cour suprême juge l'application du droit par les magistrats d'instance ou d'appel. La Cour suprême ne juge pas les faits. Sauf si elle procède à l'évocation. L'évocation, c'est je récupère la compétence du tribunal d'instance et je vais instruire moi-même l'affaire. Mais vous imaginez qu'avec tout ce que la Cour suprême reçoit comme dossier, si elle doit évoquer ce serait demandé dans tous les dossiers. Donc, en fait, la Cour suprême, c'est je casse, j'annule, je renvoie ou je confirme. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, en réalité,
Le droit de base, ce sont les juridictions d'instance, c'est la cour d'appel. Et quand ça vient de la cour d'appel, ou alors que ça vient du tribunal, dans les hypothèses où le tribunal est saisi directement, par exemple en matière de détournement de deniers publics, où le tribunal finit, que ce soit le TCS, que ce soit la grande instance ou la première instance, tribunal militaire même fini, ça va à la Cour suprême. Donc, dans ces hypothèses-là, la Cour suprême, premier réflexe, casse, annule, confirme. Voilà. C'est après qu'elle décide, ici j'évoque ou je n'évoque pas. Ouais. Donc, quand quelqu'un dit je ne suis pas satisfait, il faut bien qu'il comprenne d'abord comment la Cour suprême fonctionne. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec la position de la Cour suprême, mais c'est le dernier degré. C'est le dernier degré. Maintenant, il y a des mécanismes internationaux. Par exemple, vous avez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui ne sont pas au-dessus de la Cour suprême, mais qui restent des voies de recours continentales. Vous avez le comité institué sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui sont des mécanismes, vous avez le comité pour les droits de l'enfant, qui sont des mécanismes internationaux. Mais quand vous allez là-bas, même quand vous gagnez, il faut savoir que l'exécution à ce moment-là est plus politique que juridique. Parce que les mécanismes juridiques internes... On finit l'autre. Voilà. Alors, on va tout doucement vers la fin de cet entretien, monsieur le magistrat. Alors, à l'état des choses, est-ce que vous pensez que la justice du Cameroun est juste vis-à-vis des populations? Moi, j'ai écrit tout un livre sur la question. Sur le bandeau de Thémis, les larmes. Voilà, j'ai écrit tout un livre sur la question pour dire ce que je pensais de l'état de la justice et les perspectives pour améliorer la distribution de la justice. Je pense qu'il y a aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, je ne parlerai pas d'une crise. Je pense que la justice aujourd'hui ne joue pas pleinement son rôle. Pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce qu'elle n'est même pas en capacité de le faire. J'ai coutume de prendre une image qui est assez simple. Quand on voit arriver sur des réseaux sociaux une correspondance de la présidence de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire où c'est la présidence de la République qui instruit l'ouverture d'une enquête dans une commission mixte, vous comprenez très bien que la justice se retrouve à l'étroit. Est-ce que ce n'est pas finalement parce que le rapport de confiance a été brisé depuis longtemps? Le rapport de confiance est brisé par trois choses simples. De mon point de vue, je peux me tromper. Ouais. Le sentiment qu'il y a des gens intouchables, l'impunité. Ça, c'est 80% de la désaffection des gens vis-à-vis du système judiciaire. Qu'il y a des gens qui sont intouchables. Est-ce que c'est vrai? Il y a des intouchables au Cameroun? Personne n'est intouchable au regard de la loi. Mais dans les faits, il y a des gens qui se comportent de manière tellement odieuse et qui mériteraient de ne plus être en liberté, mais qui sont en liberté. C'est regrettable. Et cet état de fait jette du discrédit sur les magistrats. Moi, je dis toujours aux gens, je le dis et je l'assume. La justice, ce n'est pas que Yaoundé et Douala et les grandes villes. La vraie justice, c'est sur nos territoires. Regardez les lieux de contestation de la justice. C'est moins sur les territoires que sur Yaoundé et Douala. Vous allez dans des zones où les procureurs sont respectés, où les juges sont respectés, où ils essayent de faire le travail parce qu'à ce niveau, ils travaillent sans grande influence. Ce n'est pas l'agriculteur d'à côté qui va venir vous influencer ou vous menacer de prendre une décision dans tel sens ou l'autre. Qu'on commence d'abord par laisser les magistrats travailler. Quand vous êtes dans une ville où à peine vous avez convoqué quelqu'un, vous avez déjà reçu 5 coups de fil, un de la présidence, un du premier ministère, un de ceci. Vous dites que ça va donner quoi? Donc ça, c'est le premier point. C'est cette impunité. Ouais. Premier point. Le deuxième point, c'est la méconnaissance. Les Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Les Camerounais ne connaissent pas leur justice. Et la justice ne fait rien pour se faire connaître. Ailleurs, vous avez des portes ouvertes, des journées portes ouvertes de la justice.
où on dit aux gens, cette justice-là, c'est la vôtre, venez la comprendre. Venez au palais de justice, le tribunal, le voici, le procureur, voilà ce qu'il fait, voici vos droits, voilà ce à quoi vous avez droit. Ainsi de suite, les Camerounais ne le savent pas. J'ai accepté de venir parce que justement, je sais que les Camerounais ne le savent pas. Et qu'à ce niveau, on commence à démocratiser pour leur dire non, ça c'est votre justice, c'est votre justice. On juge de rendre justice en votre nom, c'est la vôtre. Et donc, ils ne connaissent pas la justice. Et ils préfèrent avoir peur de la justice que de s'intéresser à la justice. Il faut qu'ils s'intéressent un peu plus à la justice. Il faut qu'ils s'intéressent un peu plus à leurs droits. C'est très important. Et la dernière chose, c'est la question des moyens, la question des ressources. Pourquoi je dis que c'est la question des moyens et des ressources? Dans un ressort où j'ai travaillé, que je ne vais pas nommer, on avait un chef qui faisait quelque chose de formidable. On allait dans des villages. On avait une cartographie des infractions. On savait que là-bas, il y a des problèmes de terrain. Donc aujourd'hui, on va aller parler avec eux du droit foncier. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Or, ce type d'initiative rapproche la justice des juges. Ouais. Parce que dans la société, le juge est très loin et la société est très là. C'est pas normal. On ne demande pas qu'il y ait une promiscuité. Mais on demande que les gens n'aient pas peur des magistrats. Les gens ne doivent pas avoir peur des magistrats, ils ne doivent pas avoir peur des commissaires, ils ne doivent pas avoir peur des colonels, ils ne doivent pas avoir peur des commandants de brigade. Non! Ces gens sont là pour les rassurer, ces gens sont là pour eux. Comment se fait-il que des gens qui sont censés travailler pour vous finissent par faire peur? C'est autant de choses qu'il faut corriger. C'est autant de choses qu'il faut corriger. Et si on ne corrige pas tout ça, on aura toujours... Et moi je vous le dis parce qu'on le voit, les décisions rendues par les tribunaux coutumiers ne font pas l'objet d'appel. Ce sont les décisions qui sont les plus acceptées. Pourquoi? Parce que finalement, ça doit être le système de justice camerounais. Très bien. Il faut donc commencer par construire un système de justice camerounais. Il faut commencer par construire un système de justice camerounais. Mais on est sur un système de justice avec des éléments de la France, des éléments de l'Angleterre. Mais si vous n'avez pas fait droit, quand les juristes se mettent à parler latin, vous dites c'est pas possible. Ils parlent, c'est quelle langue? Parce qu'on est sur un système de justice qu'on ne comprend finalement pas. Et je crois que la clé est là. La clé est là. Il faut pouvoir rendre la justice compréhensible pour tous. Et ce sera... Après, moi je suis par exemple pour qu'il y ait un système de jury populaire. Où vous avez une audience, où on est allé dans la population chercher des gens qui vont venir apprécier et aider le juge à décider. Finalement, vous êtes très brillant, monsieur le magistrat. Qu'est-ce que le ministre en pense de toutes ces propositions? Vous lui poserez la question. Alors, en regardant cette caméra, quel est le mot de fin pour le citoyen lambda qui va regarder cette émission? Qu'est-ce que vous lui dites en ce qui concerne ses droits au quotidien? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut connaître vos droits. Il faut connaître vos droits. Il faut essayer de connaître vos droits. Et il faut essayer de faire défendre vos droits par les procédures régulières. C'est dommage parce que ça a un coût. Ça a un coût, il faut trouver un avocat, c'est dommage. Mais on ne peut pas construire l'état de droit avec les citoyens en marge. Ce sera de la démocratie de l'entre-soi, entre les juristes uniquement, et les autres verront toujours ça comme étant une chimère ou la sorcellerie ou de l'ésotérisme. C'est donc avec ce mot de fin que nous vous quittons, fidèles téléspectateurs du magazine Made in Cameroun. Nous étions en plein prétoire avec la voix la plus autorisée, Ulrich Xavier Ovono, magistrat et auteur du livre Sur le bandeau de tennis, les larmes. On se dit à bientôt pour une nouvelle session et un nouveau numéro.